suis chez moi en train de jouer à la PlayStation, tranquillement, tout va bien et mon père rentre, il est il a un ton, voilà, je sens qu'il est différent de d'habitude. Il me demande de le rejoindre à table, de m'asseoir en face de lui. Il va me dire: «Ta mère s'est fait assassiner» et moi, ma 1re réaction, ça va être de lui dire: «Et Maë», donc mon petit frère et il m'a dit, «Maë aussi». C'est comme si c'était un espèce de trou noir, un un moment où enfin, tout s'arrête, le temps s'arrête et la vie continue, mais je suis un peu dans un état second. Donc j'ai grandi avec ces remords un peu et de me dire, bah, j'aurais dû être là ce jour-là. C'est-à-dire ma pensée d'adolescent, de 14 ans qui en veut d'ailleurs à mon père de pas m'avoir, laissé être là. Ah donc j'aurais dû à l'époque, j'aurais dû mourir. Bonjour Louis Poisson. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour NTD L'Actu. Vous avez écrit «J'aurais dû être là» et c'est publié chez Fayard. Vous racontez l'histoire du deuil de votre mère et de votre petit frère assassiné en 2005 alors que vous aviez 14 ans. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur ce terrible drame, mais également sur les événements qui le précèdent et qui aident à comprendre aussi l'écriture de cet ouvrage? Oui, et bien quand j'avais 14 ans, quand j'ai appris, le décès de ma mère et de mon petit frère, donc qui sont morts, assassinés, par balle. Donc c'est mon père qui va m'apprendre ça, à mes 14 ans, de façon un peu abrupte et puis derrière je vais devoir, vivre avec et continuer ma vie, d'adolescent et de jeune adulte, avec ce deuil qu'on ne fait jamais vraiment et continuer, quoi. En fait, j'avais décidé à l'époque, à 14 ans, de vivre chez ma mère. J'étais plus proche d'elle et naturellement, spontanément, j'avais ce désir de rejoindre, ma mère qui déménageait, à 1 heure, de la ville de Bourges où on est habitué à vivre depuis, ma naissance. Et mon père s'est un peu opposé à ça, enfin, c'est même complètement opposé à ça, a décidé de m'empêcher d'aller vivre chez ma mère à l'époque parce qu'il avait un espèce de pressentiment. Il sentait qu'il y avait quelque chose de pas très sain, qu'il y avait quelque chose de pas très normal, à cette époque et donc j'aurais dû être chez ma mère, le jour où elle s'est fait assassiner, et avec mon petit frère, quoi. C'est-à-dire que moi, j'avais une espèce de naïveté d'adolescent de 14 ans, donc j'ai pas pressenti directement. Mon père l'a pressenti. Il a pas pressenti le drame qui allait arriver évidemment, mais il a pressenti, qu'il y avait quelque chose de ma mère était partie, de façon enfin précipitée, il comprenait pas trop sa décision de partir si loin, si vite, sans trop donner d'explications et il y a eu des éléments qui font que, bah, moi je me suis fait, prendre au collège avec du cannabis que j'avais récupéré chez ma mère à l'époque, mais parce que l'ancien locataire, qui va finalement être son assassin, avait du cannabis qui était stocké dans son grenier et moi j'ai trouvé ça, je me suis fait prendre au collège avec ça et donc c'est des éléments où mon père va commencer à avoir voilà, forcément des doutes d'un point de vue de l'environnement dans lequel, j'étais amené à vivre avec ma mère. Et donc finalement, «J'aurais dû être là», c'est ce que vous êtes c'est la pensée que vous avez développée après les événements, dramatiques où vous disiez, «J'aurais dû être auprès de ma mère parce que j'avais choisi d'être auprès d'elle à ce moment-là» et mon père enfin vous aviez vécu ça comme une interdiction de la part de votre père et ce sont vraiment les premiers sentiments qui vous arrivent après le drame? En fait, il y a un double sens, là-dedans quelque part. Il y a le «j'aurais dû être là», c'est-à-dire ma pensée d'adolescent, de 14 ans qui en veut d'ailleurs à mon père de pas m'avoir, laissé, être là. Donc j'ai grandi avec ces remords un peu et de me dire, bah, j'aurais dû être là ce jour-là, peut-être pour changer quelque chose, pour empêcher cet assassinat. Et aussi le côté, j'aurais dû être là, donc à l'époque, j'aurais dû mourir. Ça, c'est avec le recul, je me dis, en fait, si mon père n'avait pas été présent, bah, je serais probablement mort aujourd'hui parce que, j'aurais dû être là à l'époque, sans le fait que mon père s'y oppose, quoi. Quel mot vous mettriez sur votre réaction quand vous avez appris cette nouvelle de la part de votre père? Vous avez éteint la console, il vous a fait vous asseoir et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans votre tête?
Bah, c'est ça en fait, donc moi je suis chez moi en train de jouer à la PlayStation, tranquillement, tout va bien et mon père rentre, il est il a un ton, voilà, il est je sens qu'il est différent de d'habitude. Il me demande de le rejoindre à table, de m'asseoir en face de lui, et je vois bien qu'il y a un truc qui est grave dans sa façon d'être. Et dans un premier temps, je m'imagine que c'est une connerie que j'ai fait à l'école, qu'il y a la principale qui l'a appelé. Et en fait, très vite, il va me dire, bon, écoute, ta mère s'est fait assassiner, enfin, il va me dire, ta mère s'est fait assassiner. Et moi, ma première réaction, ça va être de lui dire, et Maë, donc mon petit frère, et il m'a dit, Maë aussi. Voilà, ça a été sa réponse, ça a été très concis, mais je pense lui, il avait déjà l'info, en fait, un jour avant. Donc il a, je pense, recherché longtemps comment me le dire de la façon la plus enfin, je sais pas, pédagogique possible. Et donc en fait, je pense il s'est dit le plus simple sera le mieux. Et donc il me l'a dit comme ça. Et derrière, on entre dans un état de sidération, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'énervement, voilà, comme dans les films à tout casser. Voilà, il n'y a pas ce truc-là. C'est comme si c'était un espèce de trou noir, un, un moment où enfin, tout s'arrête, le temps s'arrête et la vie continue, mais je suis un peu dans un état second euh, pendant plusieurs mois, plusieurs même quelques années, où je vais avoir ce truc de continuer à vivre, mais voilà, dans un état second. C'est-à-dire, je suis un peu hors de. Rien ne s'imprime dans ma mémoire. Je continue à vivre, mais rien ne s'imprime. Et du coup, je vais d'ailleurs à perdre complètement la mémoire pendant 4 ans, 5 ans. Je vais avoir des énormes. Comme si j'avais fait un blackout, un lendemain de cuite, mais sur 4 ans, quoi. Vous passez par plusieurs phases, dont notamment le jugement de la justice, et là vous écrivez: une fois que les portes du tribunal se referment, il n'y a pas d'effet de fermeture à l'intérieur, il y a une poussière qui retombe lentement, se dépose, surtout se glisse dans les gestes les plus banals, et vous dites que vous avez disparu à l'intérieur à ce moment-là. En fait, même le procès n'a finalement pas tourné la page, vous continuez simplement à être dans cette espèce d'état que vous décrivez. Ah ouais, non, oui, ça a rien fait du tout. C'est-à-dire que le procès, c'est forcément traumatisant parce que bah, on se retrouve face à l'assassin de sa mère et de son frère qui est à quelques mètres de soi. Donc forcément, en plus, je suis appelé à la barre pour témoigner de ce que j'avais vu à l'époque, parce que j'avais vu cette personne. J'avais vu cette personne en allant chez ma mère 2 fois, donc qui est un ancien locataire de la maison dans laquelle ma mère emménageait. Et je l'avais vu 2 fois, j'avais même passé Noël avec. Donc le fait de le voir 2 ans plus tard à peu près, et de mettre un visage en fait sur un nouveau visage, parce qu'en fait en plus il avait changé physiquement, il s'était passé 2 ans de prison pour lui, 2 ans où moi j'ai continué à vivre avec cette chose-là et à être dans le déni, parce qu'en fait il y a aussi ce truc-là, c'est qu'on est vraiment dans le déni, on essaye de s'imaginer que ça n'existe pas. Et là, en fait, 2 ans plus tard, le tribunal, c'est vraiment un truc qui vient un peu rappeler que ça s'est vraiment passé. Donc je me retrouve voilà, à la barre avec ce côté, c'est un truc d'adulte, quoi. À l'époque, je pense 16-17 ans, et je me retrouve avec des jurys, des parties civiles, toute la famille derrière. Et à devoir en plus parler de ce que j'ai vu, parce que moi j'avais vu l'arme du crime à l'époque, enfin je veux dire à 14 ans, j'avais vu le fusil, j'avais même tiré avec dans le jardin. Donc voilà, tous ces éléments-là, je dois les évoquer au tribunal, avec le mec enfin, à côté de moi. Enfin voilà, donc il y a un truc très particulier. Mais derrière, une fois que ça, je suis pas content de la sanction, je me dis pas, ah trop bien, il a pris 22 ans, je me dis juste que c'est quand même un peu facile. Enfin, je me dis quand même 22 ans à être dans une cellule, à écrire un bouquin, faire je sais pas, des activités. Je trouve ça un peu facile, quoi. Mais en plus, il y a forcément des choses qui nous viennent à l'esprit, de vengeance, à cet âge-là, c'est voilà. Ça forge forcément même dans sa vie d'adulte, ça a des conséquences.
ça a forcément impacté mes liens, mes liens dans mes relations, que ce soit amoureuses ou amicales. Je pense que j'ai peut-être je m'entoure de très peu de gens, mais c'est des gens qui comptent beaucoup pour moi. J'ai des amis qui sont toujours les mêmes amis que quand j'avais 14 ans, encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est quasiment mes seuls amis. Globalement, j'ai quelques personnes qui se sont greffées autour, mais j'ai un noyau dur de gens que je connaissais déjà quand j'avais 14 ans. Donc je pense que ça a impacté peut-être cet esprit de loyauté, de fidélité envers mes amis. Mes relations amoureuses, pareil, je pense que j'ai toujours eu ce besoin. J'ai eu globalement que des relations assez longues. J'ai pas eu trop de relations éphémères comme ça, parce que je pense que oui, ça m'a créé une espèce de manque affectif, avec un besoin d'être entouré, d'être accompagné. Et par contre, ça m'a aussi. Donc ça, c'est plutôt pour les défauts, je dirais, mais c'est vrai que pour les avantages, je pense que ça m'a donné un esprit un peu à relativiser un peu facilement, et donc de ne pas avoir peur de tenter des choses, enfin, j'ai pas peur de postuler dans des postes, de chercher à avoir je me mets pas de limite en fait, en règle générale. J'ai arrêté l'école très tôt et ces événements m'ont fait que je me suis dit, bon, il peut rien de m'arriver de pire en vrai, donc autant que je tente le maximum de choses. Voilà, ça m'a donné cet esprit-là. Au cours des chapitres, votre père finalement devient le personnage central de votre récit. Vous écriviez que vous viviez sa protection comme une prison, vous aviez développé une sorte de colère durant votre adolescence, pour finalement comprendre que ces actes étaient une véritable preuve d'amour à votre égard et toute la responsabilité qu'il portait envers vous. Quand est-ce que cette colère finalement s'est transformée en gratitude? Ça a été très progressif, parce que de mes 14 ans à à ce que je parte de chez lui, donc vers 17 ans, j'avais une vraie rancœur. C'est-à-dire que j'ai cultivé une rancœur à son égard, où je le portais comme responsable, limite, parce qu'il fallait que je trouve je pense que c'est une mécanique que le cerveau met en place, mais il fallait que je trouve un responsable, et c'était lui. J'étais chez lui, il m'avait empêché de vivre chez ma mère, et donc il m'avait empêché de la sauver. Donc, enfin, à 14 ans, c'est ce que je me dis, et je cultive cette chose-là. Donc, lui, il continue en fait à m'éduquer, à m'emmener en vacances, à veiller à ce que j'évolue le mieux possible. Mais moi, je le vois pas, je vois juste quelqu'un qui me met des barrières, en plus de m'avoir empêché d'être chez ma mère, qui me met des barrières, qui me cadre. Donc je le vois comme le méchant de l'histoire presque à ce moment-là. Et donc j'ai besoin de fuir, j'ai besoin de partir le plus vite possible. Et la seule possibilité que je trouve à 17 ans pour partir, donc j'arrête les études, j'arrête tout, et je rentre à l'armée, parce qu'on peut rentrer mineur à l'armée, quoi. On peut rentrer à 17 ans et quelques. Donc c'est un échappatoire pour moi, et donc je saisis direct ce truc-là. En fait, je fais la journée d'appel, j'apprends qu'on peut rentrer à 17 ans, le lendemain, je remplis un dossier, quoi. C'est vraiment direct, et donc lui, va le voir d'un œil, il comprend que je veux fuir un peu le domicile. Il peut rien faire en fait, il peut pas faire grand-chose, voilà, mais moi ça me permet de partir, donc je pars. Je reviens très vite, enfin, parce que l'armée, ça me correspond pas, donc je fais mes classes, je reviens. Mais très vite, donc après j'ai 18 ans, très vite, je veux trouver un CDI pour partir vraiment et prendre un appart définitivement. Et c'est ce qui va se passer. Donc à 18 ans, je pars, voilà, j'ai un CDI, j'ai un appartement. Et c'est avec le temps, il va se passer des années où moi après je vais partir à Bordeaux. Il y aura de la distance, et c'est ce qui fait que avec le temps, on comprend en fait, on se rend compte de tout ce qui a été fait, en fait, je me suis très vite dit que s'il n'avait pas été là, je pense que j'aurais très mal fini, parce que j'aurais pas eu de limite, pas eu de cadre, et qu'en fait, il a toujours veillé à ce que je me développe le mieux possible. Ouais. Donc ça, c'est une pensée qui est arrivée bien plus tard. Vous avez compris que c'était son instinct protecteur qui finalement vous avait sauvé. Exactement. Et d'ailleurs, ma première idée de titre de livre, qui apparemment était pris, c'était Instinct paternel. C'était le titre que moi je voulais donner de base. Alors c'était peut-être un peu trop, peut-être que Fayard trouvait ça un peu trop
bourrin peut-être, ou peut-être un peu trop, ça faisait peut-être un peu trop on aurait compris trop vite peut-être aussi l'hommage au père, alors que là, au final, c'est un peu surprenant. On s'imagine qu'un livre qui va parler de l'assassinat de sa mère et de son frère, on imagine que le livre va tourner autour de ça, que ça va être un hommage aux morts, en fait. Alors qu'en vérité, l'hommage, il est beaucoup plus dirigé vers mon père dans le livre. C'est lui qui est la figure centrale en soi. Et vous lui avez parlé, vous lui avez montré le livre, qu'est-ce qu'il en a pensé? Ouais, bah oui, oui, donc quand il est, je vais jamais envoyer j'ai pas voulu lui envoyer les versions PDF avant. J'ai vraiment attendu que le livre soit imprimé, qu'il soit physiquement là. Surtout que c'est lui qui fait la photo aussi de la couverture du livre, parce qu'il est photographe. Donc, et je trouvais ça symboliquement encore mieux que ce soit lui qui fasse la couverture, qu'il soit crédité dans ce livre. En plus, comme photographe, pour moi, ça avait du sens. Et, et quand je lui ai donné, en fait, déjà, il avait aucune idée de vraiment du fond du livre. En fait, il avait pas, lui, je pense qu'il était aussi dans cette idée de se dire, bon, bah, c'est un livre qui va parler de sa vie, de l'assassinat, de la reconstruction, mais il s'imaginait pas du tout avoir une place aussi centrale dans le livre. Donc forcément, on a une relation qui est forte, mais avec une espèce de pudeur aussi bien de son côté que du mien, mais que je sais que je le connais assez bien pour savoir qu'il a été très touché par le livre. Il m'a appelé, dès qu'il l'a fini, il m'a appelé, et j'ai senti à sa voix qu'il avait été touché, quoi. Et alors rapidement, votre livre défend donc l'importance de la figure paternelle, et dans les dernières pages, vous évoquez indirectement donc cette société qui contribue à détruire, selon vous, l'image du père. Est-ce que vous pensez que le rôle de la paternité est sous-estimé aujourd'hui dans notre société? Quel regard vous avez dessus? Oui, je pense. Je tenais vraiment à finir même le livre un peu là-dessus, à faire vraiment un vrai hommage à mon père à la fin, et à aussi parler du cadre. Je fais un lien avec mai 68 parce qu'il y a ce truc un peu de. Justement, on tue un peu la figure du père dans les années 70, avec il est interdit d'interdire, les figures d'autorité, l'enseignement, les profs. Bon, je dis pas qu'il faut que les profs mettent des claques dans la gueule, mais, euh, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que tout le monde fantasme les images INA, avec ces jeunes qui sont bien habillés, qui sont en costume, et qui parlent bien, qui parlent comme des adultes, voire même mieux. Et en fait, on est tous là à regarder, à se dire ah mais c'est fou, il parlait trop bien. Mais en fait, les profs étaient autoritaires. Les profs étaient autoritaires. Alors, on peut reprocher à des profs de. Mon père m'a déjà raconté des anecdotes de profs qui jetaient des craies dans la gueule des élèves, qui tapaient. Mais en fait, personne n'est mort. À l'époque, personne n'est mort, et enfin, on se rend compte 30 ans plus tard que ces gens parlent bien français. Aujourd'hui, les profs, ils ont plus rien, enfin, ils ont plus le droit de dire quoi que ce soit. Et puis les gamins, parler de Tasti Crousti avec un langage wesh, machin, des voilà, des trucs comme ça. Enfin, je parle même des gens qui sont français, nés en France et tout. Voilà. Donc il y a ce truc où on se rend compte que c'est le cadre qui manque. C'est le cadre qui manque, c'est l'autorité. Beaucoup de gamins d'ailleurs de banlieue ont grandi sans père. Ça se répercute aussi sur une mère seule avec 5 gamins. En fait, c'est compliqué de gérer l'éducation correctement. Donc c'est même pas. Et en fait, on se rend compte que oui, il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu strict. L'école doit être plus stricte. Moi, c'est pour ça que je suis pour l'uniforme à l'école, parce que t'arrives à l'école, t'es en uniforme, t'es là pour travailler, t'es pas là pour faire un défilé de mode. T'es pas là à exposer ton nombril avec tes piercings et tout. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui, pour moi, est logique. Et aujourd'hui, si on a autant tendance à fantasmer ces images INA, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, on se rend compte que ça marchait. On a oublié que on pouvait concilier le fait d'être autoritaire et aimant de la part d'un père. Ah mais complètement. Et puis l'un n'empêche pas l'autre. Et au contraire, je pense que même c'est de l'amour, c'est-à-dire de mettre des barrières, de dire écoute, d'imposer un cadre, et quand tous les parents ne sont pas égaux par rapport à ça. Moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir eu mon père qui m'a mis ce cadre et qui m'a éduqué avec
en me faisant visiter des musées, en m'emmenant en forêt, en faisant plein de choses. Pour moi, tous les parents n'ont pas forcément la culture que mon père a, ou forcément sa force mentale. Mais par contre, l'école devrait aussi être ça, quoi. Pour moi, l'école doit aussi éduquer. Et c'est pour ça que enfin, moi, mon père m'a raconté des anecdotes des années 70, quand il avait du coup la vingtaine à l'école. Enfin, genre, il y a des gens fumaient en cours. C'est-à-dire que les gens fumaient des clopes en cours et les profs en avaient rien à foutre parce que c'était 70 et que voilà. Enfin, Et aujourd'hui, on revient un peu à ce truc-là. J'ai l'impression qu'il y a un peu, on revient un peu à ce truc où les profs peuvent se faire tarter par un gamin, et puis en fait, le prof va rien faire, parce que sinon enfin, le gamin va même pas se faire virer. Enfin, il y a une espèce d'inversement des rôles qui est lunaire. Et oui, alors que dans les années 50, 60, on voit qu'il y avait encore un truc un peu ferme au niveau scolaire, et que derrière, bah, les images parlent d'elles-mêmes. On voit des gamins qui sont beaucoup plus carrés. Et moi, je pense que oui, j'ai une éducation qui n'était pas. Mon père m'a jamais malmené, mais je me rends compte avec le recul que c'est ça de l'amour, en fait. C'est de vouloir cultiver, enfin, de vouloir faire en sorte que son enfant soit cultivé. Et des fois, c'est un peu par, entre guillemets, la force. C'est-à-dire qu'un gamin de 14 ans, il n'a pas forcément envie d'aller en forêt alors qu'il peut jouer à la console. En fait, mon père m'imposait, comme il m'imposait de tout goûter dans la nourriture, il me forçait un peu à tout goûter. Et ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit, il m'a imposé des choses. Et aujourd'hui, je lui suis reconnaissant. Pour conclure cette interview, si vous aviez quelque chose aujourd'hui à dire à l'enfant, enfin à l'adolescent que vous étiez à 14 ans, qu'est-ce que vous lui diriez? En fait, c'est compliqué parce que, ouais, je lui dirais, ton père te veut pas du mal, en fait. Parce que c'est vrai que j'ai tellement cultivé cette rancœur à son égard que c'est le premier truc qui me viendrait. C'est ton père te veut pas du mal, tout ce qu'il fait, il le fait pour toi. Maintenant, bah, voilà, c'est pas possible de revenir en arrière à ce niveau-là. Et de toute façon, ça a fait partie aussi de ma reconstruction. J'ai eu ce besoin de partir tôt. Ça m'a forgé aussi. C'est-à-dire que, bon, bah, en fait, je suis celui que je suis aujourd'hui parce que je suis parti tôt de chez moi, parce que j'en ai voulu à mon père. Voilà, donc en fait, il y aurait rien à changer au final. Je trouve que c'est très bien comme ça s'est déroulé. Mais c'est vrai que je sais que pour lui, ça a été dur parce que bah, il a perdu la mère de son fils, de son seul fils. Et en plus de ça, son seul fils, celui qui lui reste, lui en veut. Donc